La table en acajou s'étendait entre nous tel un champ de bataille. Les ongles parfaitement manucurés de maman tapotaient contre son verre de vin alors qu'elle scrutait le dîner dominical avec le même œil critique qu'elle portait sur tout le reste dans sa vie. Papa était assis en bout de table, consultant son téléphone entre deux bouchées, probablement en train d'examiner une autre affaire immobilière. Mon frère aîné, Maxime, se penchait en arrière sur sa chaise avec ce sourire suffisant et insupportable qu'il avait perfectionné au cours de ses 32 années d'enfant prodige. « Alors, Amélie, commença maman, son ton dégoulinant d'un intérêt forcé, tu continues de brasser de la paperasse dans cette petite société de courtage. » Je pris une gorgée d'eau. « Quelque chose comme ça. »« Ça fait quoi, 7 ans, intervint Maxime. La plupart des gens deviennent associés à ce stade, ou au moins sortent des postes de débutants. Je ne suis pas une débutante, dis-je calmement, en coupant mon saumon. Papa leva enfin les yeux de son téléphone. Mais tu es toujours essentiellement une employée, n'est-ce pas? Tu travailles pour quelqu'un d'autre. À ton âge, je possédais 3 immeubles d'appartements. Ce sont des secteurs différents, papa. C'est ça le problème, intervint maman. L'immobilier, c'est tangible. Tu peux le voir. Le toucher. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu déplaces des chiffres sur un écran. Tu joues avec l'argent des autres. Je gère des investissements. Maxime éclata de rire. Gérer des investissements? C'est une façon élégante de dire que tu es un intermédiaire. Tu sais quelle a été ma prime trimestrielle du dernier trimestre? 380 000 € provenant de vraies transactions immobilières, de vrais immeubles avec de vrais locataires payant un vrai loyer. C'est merveilleux, Maxime. Ne sois pas condescendante, Amélie. Je dis juste que si tu avais écouté papa et rejoint l'entreprise familiale au lieu de poursuivre un fantasme de la défense, tu aurais réellement quelque chose à montrer aujourd'hui. Maman hocha la tête en signe d'approbation. Maxime a déjà acheté 2 biens d'investissement cette année seulement. Il construit une vraie richesse, une richesse générationnelle. J'en suis consciente. Vraiment? Papa posa son téléphone, m'accordant toute son attention pour la première fois de la soirée. Parce que de mon point de vue, tu as 30 ans, tu loues toujours ce minuscule appartement dans le 8e arrondissement de Paris, tu conduis une Peugeot de 6 ans et tu travailles 80 heures par semaine, pourquoi? Un salaire modeste et l'espoir d'une prime décente. Mon appartement me convient. Ma voiture fonctionne. C'est exactement cette mentalité qui te freine, dit maman en secouant la tête. Tu te contentes de bien pendant que ton frère prospère. Sais-tu ce qu'il conduit? Une DS9, toutes options. Je l'ai vu. Et tu n'as pas honte? Maxime se pencha en avant. Petite sœur, j'essaie de t'aider. Il est encore temps de changer de cap, viens travailler pour papa et moi. Apprends le métier de l'immobilier. Commence à bâtir de vrais actifs au lieu de jouer avec des feuilles de calcul. Je ne joue avec rien. Oh, ma chérie. La voix de maman prit ce ton apitoyé que j'avais entendu toute ma vie. Nous savons que tu essaies. Nous nous inquiétons simplement que tu aies investi 7 ans dans quelque chose qui ne te donnera jamais les rendements que tu mérites. Le marché boursier est si volatile, si imprévisible. Pas vraiment, si on sait ce qu'on fait. Papa ricana. Tout le monde pense savoir ce qu'il fait jusqu'à ce que le marché s'effondre. Tu te souviens de la crise de 2008? Le Crédit Lyonnais, la Société Générale, tous ces experts qui pensaient savoir ce qu'ils faisaient. Je me souviens. Et tu as quand même choisi cette voie malgré ce que tu as vu, malgré l'opportunité parfaite de rejoindre une entreprise familiale stable et rentable? Il secoua la tête, déçu. Je ne te comprends pas, Amélie. Tu n'as pas à me comprendre. Et voilà, dit Maxime en jetant sa serviette sur la table. Cette attitude. Cette attitude têtue et orgueilleuse qui te fait tourner en rond depuis 7 ans. Je ne tourne pas en rond. Non. Alors, qu'as-tu à montrer? Où est ta maison? Ta voiture de luxe? Ton portefeuille d'investissement? Maxime fit un geste autour de la pièce. Cette maison dans laquelle nous sommes assis, j'ai aidé papa à l'acheter. Le lustre au-dessus de nous, c'est moi qui l'ai choisi. Le vin que nous buvons vient de ma collection. Que as-tu apporté à cette famille à part de l'inquiétude? Je posai ma fourchette avec précaution. J'apporte beaucoup. Comme quoi, lança maman.
Tu as manqué la fête d'anniversaire de papa parce que tu travaillais. Tu n'as pas pu venir à la célébration des fiançailles de Maxime à cause d'une grande réunion. Tu es toujours trop occupé par ton travail pour passer du temps en famille, mais tu n'as rien à montrer pour tout ce sacrifice. Vous ne savez pas ce que j'ai. Nous savons que tu es toujours en location, dit papa sèchement. Nous savons que tu ne possèdes aucune propriété. Nous savons que tu n'es pas assez riche pour arrêter de travailler si tu le voulais. Cela nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. La télévision dans le coin de la salle à manger tournait en sourdine, branchée sur BFM Business comme toujours chez papa. Il aimait garder un œil sur les marchés financiers, même s'il prétendait que les actions étaient pour les pigeons. Le son était bas, juste le murmure des commentaires du marché et les symboles boursiers défilant en bas de l'écran. Tu sais quel est ton problème, continua Maxime. Tu as cru au mythe, au rêve de la défense. L'idée que tu pourrais être un Vincent Bolloré. Mais ce n'est pas la réalité pour des gens comme nous. La réalité, c'est la brique et le mortier. Les actifs physiques. Maxime a raison, ajouta maman. Et il n'est pas trop tard pour changer de cap, tu es encore jeune. Tu pourrais venir travailler avec ton père et ton frère, apprendre le métier correctement, et dans 5 ans, tu pourrais posséder ton premier immeuble. Dans 10 ans, tu pourrais avoir un portefeuille valant des millions. J'apprécie votre sollicitude. Ce n'est pas une réponse, dit papa sévèrement. Ta mère et moi avons discuté. Nous nous inquiétons pour ton avenir, pour ta sécurité financière. Nous pensons qu'il est temps de faire une intervention. Une intervention ? Nous voulons que tu envisages sérieusement de quitter cette entreprise et de rejoindre l'affaire familiale. Nous te donnerons un salaire de départ généreux, nous t'apprendrons tout ce que tu dois savoir, et nous te donnerons un chemin vers la vraie propriété, la vraie richesse. Je pris une autre gorgée d'eau. Ce n'est pas nécessaire. Amélie, s'il te plaît. La voix de maman se brisa légèrement. Nous n'essayons pas de te faire du mal. Nous t'aimons. Nous voulons juste te voir réussir. Est-ce si mal ? Je réussis. Comment ? Exigea Maxime. Montre-le-nous. Prouve-le. Montre-nous ton compte en banque. Montre-nous ton portefeuille d'investissement. Montre-nous n'importe quoi qui prouve que tu ne fais pas que du surplace en te mentant à toi-même sur ta réussite. Je n'ai rien à vous prouver. Parce que tu ne peux pas, conclut papa. Parce qu'il n'y a rien à montrer. Tu es une courtière en bourse, Amélie. Un intermédiaire, une employée, et il n'y a pas de honte à ça, mais soyons au moins honnêtes sur ce que c'est. Je ne suis pas juste une courtière en bourse. Alors, qu'es-tu ? Le défia Maxime. Éclaire-nous. Quel est ton titre impressionnant ? Associée senior ? Vice-présidente ? Ce ne sont que des mots fantaisistes pour dire employé. Je gère un portefeuille. Le portefeuille de qui ? Demanda maman. Celui de tes clients. Donc, tu gères l'argent des autres. Tu prends un pourcentage et tu appelles ça le succès. Ma chérie, ce n'est pas bâtir de la richesse. C'est gagner un salaire avec des étapes supplémentaires. La télévision devint soudainement plus forte. Quelqu'un avait monté le volume. Je jetai un coup d'œil et vis l'un des présentateurs de BFM Business visiblement excité, un bandeau d'informations de dernière minute clignotant sur l'écran. Nous interrompons nos programmes habituels pour une nouvelle financière de dernière minute, annonça le présentateur. Après des mois de spéculation, nous pouvons enfin révéler l'identité de l'investisseur mystérieux connu uniquement sous le nom de AD, qui a fait des vagues dans le monde financier avec des rendements sans précédent. Quelqu'un peut baisser le son ? Demanda papa avec irritation. Nous avons une discussion familiale. Mais Maxime s'était figé, les yeux rivés sur l'écran. Attends, une seconde. AD a été décrit comme l'esprit le plus brillant de l'investissement de cette génération, continua le présentateur. Opérant dans le secret le plus total depuis 7 ans, ce gestionnaire de portefeuille a atteint des rendements que les analystes de la défense qualifient de mathématiquement impossibles. Aujourd'hui, dans une déclaration obligatoire à l'AMF, son identité a été révélée. La main de maman se porta à sa gorge. Amélie, c'est ton entreprise. La gestionnaire de portefeuille est Amélie Michel Dubois, âgée de 30 ans, et la valeur totale du portefeuille est estimée à 3 milliards d'euros. La salle à manger devint complètement silencieuse, à l'exception de la télévision. Milliards, murmura papa.
Le visage de Maxime était devenu blême. Ce n'est pas possible. Parmi ses investissements notables, elle a été la première investisseuse externe dans une entreprise de véhicules électriques désormais majeure, fournissant un financement de démarrage crucial. En 2018, elle détenait une participation significative dans 3 sociétés pharmaceutiques distinctes qui ont toutes mis avec succès des médicaments sur le marché. Elle a prédit et profité de 4 corrections de marché distinctes. Et selon les documents de l'AMF, elle détient personnellement entre 5 et 8% de 12 sociétés différentes du CAC 40. Amélie ? La voix de maman était à peine audible. Je continuais de manger mon saumon. Les analystes financiers qualifient cette performance d'investissement individuel de la plus impressionnante de l'histoire moderne, déclara le présentateur. Son taux de croissance annuel composé sur 7 ans dépasse les 2%. Pour situer, le TCAC de Vincent Bolloré sur toute sa vie est d'environ 20%. Madame Dubois a révolutionné l'investissement quantitatif. Papa attrapa la télécommande et augmenta encore le volume. Nous retrouvons maintenant notre correspondante à la Défense qui se trouve devant Dubois Capital Management. Sophie ? L'écran passa à une journaliste debout devant un gratte-ciel élégant de la Défense que je reconnus immédiatement car je l'avais acheté 3 ans plus tôt. Le nom, Dubois Capital Management, était visible en lettres brillantes derrière elle. Thomas, la scène ici est un pandémonium absolu. Quelques minutes après la publication du dossier de l'AMF, les investisseurs ont appelé, envoyé des courriels et se sont littéralement présentés à l'immeuble pour tenter de placer leur argent dans les fonds d'Amélie Dubois. Son entreprise fonctionne selon une politique stricte sur invitation uniquement, avec un investissement minimum de 10 millions d'euros et une liste d'attente que les initiés de l'industrie disent plus longue que celle d'HEC Paris. Maxime eut un hoquet. Ce qui rend cette révélation encore plus remarquable, poursuivit Sophie, c'est l'âge de Dubois. À 30 ans, elle est la plus jeune milliardaire autodidacte du monde de la finance. Et elle l'a fait entièrement grâce à son propre flair en matière d'investissement, pas par héritage ou une introduction en bourse chanceuse. Elle a été décrite par d'anciens collègues comme effroyablement intelligente et capable de voir des schémas que les ordinateurs manquent. Éteins ça, dit Maxime d'une voix rauque. Nous avons obtenu des déclarations de plusieurs des premiers clients de Dubois, continua Sophie. Un entrepreneur technologique dit que Dubois a transformé son investissement de 2 millions d'euros en 45 millions en 6 ans. Un PDG à la retraite attribue à Dubois la croissance de son fonds de retraite de 20 millions d'euros à 360 millions. Les rendements sont sans précédent. Maman me regardait, la bouche bée. Ce qui est particulièrement intéressant, intervint le présentateur, ce sont les avoirs personnels de Dubois. Selon le dossier de l'AMF, sa fortune personnelle est estimée à 3 milliards d'euros, mais c'est distinct des 13 milliards d'euros d'actifs qu'elle gère pour ses clients. Au total, elle est responsable de plus de 16 milliards d'euros de capital d'investissement. 16 milliards d'euros, répéta papa, abasourdi. Les experts de l'industrie la qualifient déjà de gestionnaire d'investissement la plus recherchée au monde. Son fonds est fermé aux nouveaux investisseurs, et les clients existants auraient des accords contractuels les empêchant de retirer des fonds pendant au moins 5 ans. Ces contrats, qui semblaient restrictifs à l'époque, ressemblent maintenant à la meilleure décision que ces investisseurs aient jamais prise. Mon téléphone, posé face contre table à côté de mon assiette, se mit à vibrer continuellement. Puis le téléphone de papa s'alluma, puis celui de maman, puis celui de Maxime. Nous entendons également dire, ajouta Sophie, que Dubois possède d'importants biens immobiliers à Paris, y compris l'immeuble devant lequel nous nous trouvons, évalué à environ 190 millions d'euros. Et une résidence personnelle dans le Marais achetée pour 43 millions d'euros en espèces il y a 3 ans. Maxime recula sa chaise de la table, la faisant grincer bruyamment. C'est une blague. C'est une sorte de canular. Sa stratégie d'investissement est comparée à des légendes comme Édouard de Rothschild et Jean-Marie Messier, continua le présentateur. Mais ce qui distingue Dubois, c'est son âge et la rapidité de son succès. 7 ans. 50 000 euros à 3 milliards en 7 ans. C'est un conte de faits financiers, sauf que c'est complètement réel et documenté. Je levai enfin les yeux de mon assiette. Quelqu'un peut-il me passer le sel ? Personne ne bougea. Nous croyons savoir que Dubois Capital Management tiendra une conférence de presse demain matin, dit Sophie. Compte tenu de l'impact de cette divulgation sur le marché, plusieurs actions connues pour être détenues par Dubois ont déjà bondi de 10 à 15% dans les transactions après les heures de bureau. Cela pourrait être l'un des événements financiers les plus suivis de l'année. Papa retrouva sa voix le premier.
Amélie, est-ce que c'est vrai? Le sel, s'il vous plaît. Maxime attrapa son téléphone et commença à taper frénétiquement. Maman me fixait juste, comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Le visage de papa était passé de pâle à rouge, puis de nouveau à pâle. Selon des sources, continua le présentateur, Dubois a été personnellement interrogé par le ministre de l'économie au sujet de ses modèles d'investissement. L'AMF a examiné ses schémas de trading à 3 reprises et n'a trouvé aucune irrégularité, juste une prise de décision remarquablement presciente. L'école polytechnique lui aurait offert un poste de professeur invité en ingénierie financière. Tu nous as dit que tu gérais un portefeuille, murmura maman. C'est le cas. Un portefeuille de 16 milliards d'euros. Techniquement, 3 milliards sont à moi. Le reste appartient aux clients. Maxime claqua son téléphone sur la table. C'est vrai. C'est partout sur les Échos, la Tribune, le Figaro Économie. Tu es partout. Ils t'appellent. Ils disent que tu es l'investisseuse la plus brillante de sa génération. Papa finit de lire sur son propre téléphone. Plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs ont déjà publié des déclarations, rapporta Sophie, disant qu'ils essaient de recruter Dubois depuis des années avec des offres dépassant les 48 millions d'euros par an en rémunération garantie. Elle les a toutes refusées pour diriger sa propre entreprise. 48 millions d'euros par an. La voix de maman avait monté d'une octave. En salaire seul, clarifia le présentateur, plus les intérêts sur les rendements, ce qui aurait probablement doublé ou triplé ce chiffre. Mais Dubois valorise apparemment l'indépendance plutôt que la rémunération. Nous avons aussi des rapports, ajouta Sophie, selon lesquels Dubois a fait d'importantes contributions philanthropiques par le biais d'une fondation privée. Environ 190 millions d'euros à diverses initiatives d'éducation et de recherche scientifique au cours des 3 dernières années, bien qu'elle ait gardé ses dons anonymes jusqu'à présent. Je tendis la main à travers la table et pris la salière moi-même. Amélie, la voix de papa était étrange, comme s'il parlait à une inconnue. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé. Vous n'arrêtiez pas de m'interrompre. Tu as dit que tu gérais des investissements. C'est le cas. Je gère des investissements substantiels avec des rendements exceptionnels pour un groupe restreint de clients, tout en maintenant un portefeuille personnel qui s'est considérablement apprécié. Ce n'est pas tu aurais dû être plus clair. Je vous ai dit que je n'étais pas une débutante. Le téléphone de Maxime sonna. Il regarda l'écran et son visage devint encore plus pâle. C'est Michel Bernard. Qui? Demanda maman. Le PDG de Bernard Développement, l'un des plus grands promoteurs immobiliers de la ville. Pourquoi m'appellerait-il? Il répondit d'une voix tremblante. Allô? Oui, c'est Maxime. Mais quoi? Non, Mais c'est ma sœur. Je ne sais pas si. Pouvez-vous patienter? Il me regarda avec de grands yeux. Il veut savoir si je peux te le présenter. Il essaie d'obtenir un rendez-vous depuis 2 ans. Je pris une bouchée de saumon. Je suis occupé. Elle est occupée, répéta Maxime au téléphone. Non, je ne pense pas. Je ne peux rien promettre. Certainement. Merci. Il raccrocha. Il a dit que son fonds d'investissement essaie de devenir client de Dubois Capital depuis 2021. Il a dit qu'il considérerait comme une faveur personnelle si je pouvais faciliter une introduction. C'est gentil. Le téléphone de maman sonna à son tour. Elle répondit automatiquement, me fixant toujours. Allô? Oui, c'est Marguerite Dubois. Non, je ne savais pas. Mais c'est ma fille. Je suis désolé, qui est-ce? Ses yeux s'écarquillèrent. La présidente de. Oh mon Dieu. Le gala de quoi? Vous voulez qu'Amélie soit l'oratrice principale? Je ne sais pas si elle. Combien sont les honoraires? Pardon? Elle écarta le téléphone de son oreille et le regarda comme s'il l'avait mordu. Ça ne m'intéresse pas. Amélie, c'est presque un demi-million pour 30 minutes. Maman, mon temps vaut plus que ça. La voix du présentateur continuait depuis la télévision. Nous sommes maintenant rejoints par le docteur Richard Lambert, professeur d'économie à la Sorbonne. Docteur Lambert, vous avez étudié des investisseurs exceptionnels. Où se situe Amélie Dubois? Historiquement, parmi les 5 plus grands esprits de l'investissement de tous les temps,
répondit le professeur. Ces rendements ajustés au risque sont en fait meilleurs que ceux de Vincent Bolloré si l'on compare leurs 7 premières années. Ce qui rend Dubois vraiment exceptionnel, c'est sa capacité à identifier les tendances émergentes avant qu'elles ne soient évidentes. Elle a massivement investi dans la technologie du travail à distance début 2019, avant que la pandémie ne la rende essentielle. Elle a parié sur la technologie de l'ARN messager en 2018. Elle a acheté des opérations de minage de crypto-monnaies en 2020, alors que tout le monde pensait que la bulle crypto avait éclaté. Elle n'est pas chanceuse. Elle est presciente. Papa faisait défiler son téléphone, son visage devenant de plus en plus rouge. Il y a des articles ici qui datent de 2 ans. L'investisseur mystère AD surpasse tous les fonds spéculatifs. La personne la plus intelligente de la défense dont vous n'avez jamais entendu parler. Pourquoi AD ne veut-il pas de notre argent? Il leva les yeux vers moi. Pendant tout ce temps, des gens écrivaient sur toi. Quelques personnes. Quelques personnes? Sa voix se brisa. On te compare à Vincent Bolloré. Le monde t'a qualifié de l'esprit financier le plus important du XXIe siècle. C'est hyperbolique. Maxime était retourné à son téléphone, lisant frénétiquement. Ton immeuble, celui où tu travailles. Il t'appartient? L'immeuble entier? Oui. Il vaut 190 millions d'euros, approximativement. La valeur fluctue en fonction des conditions du marché. Et tu l'as acheté en espèces? C'était l'approche la plus efficace sur le plan fiscal. La plus efficace sur le plan fiscal. Maxime s'interrompit, puis se remit à lire. Sa voix devint plus basse. Tu possèdes aussi un hôtel particulier dans le Marais acheté pour 43 millions, un Penthouse à Genève d'une valeur de 28 millions, une villa à Saint-Tropez évaluée à 27 millions, et une propriété privée en Corse. La propriété corse était un achat stratégique. Le propriétaire précédent était désespéré de vendre, et je l'ai eu en dessous de la valeur du marché. En dessous de la valeur du marché, répéta faiblement maman. Combien coûte une propriété privée en Corse en dessous de la valeur du marché? 11 millions. Elle émit un petit gémissement. Revenons à l'impact sur le marché, dit le présentateur en affichant un graphique. Dans les heures qui ont suivi la révélation de l'identité de Dubois, la capitalisation boursière totale a augmenté d'environ 65 milliards d'euros, principalement dans les actions qu'elle est connue pour détenir. C'est l'effet Amélie Dubois, et il est déjà étudié par les économistes. 65 milliards, murmura papa. Le dossier de l'AMF a révélé ses positions principales, expliqua l'analyste. Quand le marché voit qu'Amélie Dubois détient des participations importantes dans ces entreprises, les investisseurs supposent qu'elle sait quelque chose qu'ils ignorent, car historiquement, c'est le cas. Son bilan est parfait. Chaque position majeure qu'elle a détenue s'est appréciée d'au moins 300%. Le téléphone de Maxime sonna de nouveau, puis celui de papa, puis celui de maman. Tous les trois fixèrent leurs appareils comme s'ils voyaient des téléphones pour la première fois. Ce sont les Durand, dit maman, en parlant de leurs amis du club de golf. Ils veulent savoir si tu acceptes de nouveaux clients. Non. Amélie, ils proposent d'investir 50 millions d'euros. Je n'accepte pas de nouveaux clients. J'ai une liste d'attente d'investisseurs qualifiés qui offrent bien plus que ça. Papa répondit à son téléphone. Allô, Bernard. Je ne. Elle ne. Je ne suis pas son conseiller financier. Je suis son père. Je n'ai pas ce genre d'influence. Oui, je lui en parlerai, mais je comprends que c'est urgent. Tout le monde appelle. Oui. Au revoir. Il posa le téléphone avec précaution. C'était Bernard Richard. Il dirige le fonds Richard. Je sais qui il est. Il gère 7,5 milliards d'euros. J'en suis consciente. Il veut investir avec toi. L'intégralité de ces 7,5 milliards. Il dit que tes rendements sont tellement au-delà des standards de l'industrie que même avec ta structure de frais de 2 et 20, il serait encore gagnant. Dis-lui non. Amélie, il t'offre 7,5 milliards d'euros. Je n'en ai pas besoin. Je suis sélective avec mes clients. Monsieur Richard ne répond pas à mes critères. Tes critères? La voix de Maxime était étranglée. Tu refuses 7,5 milliards d'euros? Sais-tu ce que vaut toute notre entreprise familiale? Environ 190 millions d'euros sur l'ensemble des propriétés.
Tu viens de refuser 40 fois la valeur nette totale de notre famille. Des philosophies d'investissement différentes. La télévision était passée à un écran partagé avec plusieurs experts financiers. La question que tout le monde se pose, dit un analyste, c'est « Quelle est la suite pour Amélie Dubois ?» À 30 ans, avec une fortune personnelle de 3 milliards d'euros, va-t-elle prendre sa retraite, lancer un fonds spéculatif, se présenter à des élections? Des sources disent qu'elle est très discrète, répondit un autre expert. Elle aurait refusé des centaines de demandes des médias au fil des ans. Ce dépôt auprès de l'AMF était obligatoire. Elle ne pouvait pas l'éviter une fois que ses avoirs ont franchi certains seuils. Mais de toute évidence, elle préfère travailler en silence. Intelligent, intervint un troisième analyste. Son avantage est de voir des choses que les autres ne voient pas. L'attention des médias pourrait compromettre cela. Mon téléphone continuait de vibrer. Je le retournai à nouveau face contre table. Tu ne vas pas répondre, demanda faiblement maman. C'est juste mon assistant qui me prévient que la presse a trouvé où j'habite. La sécurité de l'immeuble s'en occupe déjà. La sécurité de l'immeuble, répéta papa. La sécurité de ton immeuble? Oui, parce que l'immeuble t'appartient. Oui, l'immeuble de 190 millions d'euros. Je pense que nous avons établi ce point. Maxime se leva soudainement, marcha jusqu'à la fenêtre, puis revint et se rassit. Je t'avais dit que tu devrais venir travailler dans l'immobilier. J'ai dit que tu perdais ton temps avec les actions. Je t'ai traité d'intermédiaire. Tu as bien dit ça. Je me suis vanté de ma prime trimestrielle de 380 000 euros. Oui. Tes rendements trimestriels sont probablement de quoi? Des centaines de millions? Le dernier trimestre a été bon. Le portefeuille s'est apprécié d'environ 850 millions d'euros. Maman émit à nouveau ce gémissement. Mais ce n'est pas typique, ajoutai-je. Certains trimestres sont moins bons, d'autres sont meilleurs. Ça se moyenne. Le téléphone de papa sonna encore. Il le regarda, puis me regarda. C'est Henri Bourgeois, le promoteur immobilier. Il veut savoir si tu envisagerais d'investir dans son nouveau projet. Il a besoin de 190 millions d'euros de capital. Quel est le retour sur investissement projeté? Il dit 12% sur 5 ans. Je secouai la tête. Non, Amélie, c'est considéré comme un très bon rendement dans l'immobilier. C'est terrible par rapport à mes rendements habituels. Pourquoi accepterais-je 12% quand je peux générer 200%? Parce que... Papa s'interrompit. Parce que tu pensais que l'immobilier était mieux que les actions. Il posa son téléphone et mit sa tête dans ses mains. Nous devons parler de ça, dit maman, la voix tremblante. Nous devons comprendre. 7 ans, Amélie. 7 ans. Tu nous as laissé penser que tu avais des difficultés. Nous nous sommes inquiétés pour toi. Nous avions pitié de toi. J'ai essayé de vous dire que j'allais bien. Bien? Bien? Tu es milliardaire. Ce n'est pas bien. C'est extraordinaire. Ce ne sont que des chiffres, maman. Juste des chiffres. Maxime rit, avec une pointe d'hystérie. Juste des chiffres, dit-elle. Ce ne sont que des chiffres. Amélie, comprends-tu ce que tu as fait? Tu as vaincu tout le système financier. Tu as surperformé tous les investisseurs professionnels de la planète. Tu es plus riche que certains pays. C'est aussi hyperbolique. Vraiment? Il attrapa de nouveau son téléphone. Mais je n'en aurais pas envie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pourquoi pas, demanda finalement papa, d'une petite voix. Parce que l'immobilier, c'est tangible, tu te souviens? On peut le voir, le toucher. Mais les rendements sont médiocres par rapport aux investissements stratégiques en actions avec une analyse et un timing approprié. Tu nous renvoies nos propres paroles, murmura maman. Je ne fais qu'énoncer des faits. Vous avez bâti une entreprise prospère. Elle vaut environ 190 millions d'euros, génère de bons flux de trésorerie et offre un style de vie confortable. C'est admirable. C'est aussi une erreur d'arrondi dans mon portefeuille. Maxime se releva, cette fois pour se diriger vers le bar et se verser un verre d'une main tremblante. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand es-tu devenu ça? J'ai toujours été comme ça.
Vous n'étiez simplement pas attentif. Nous étions attentifs. Nous dînions ensemble tous les mois. Nous parlions. Vous parliez. J'écoutais. Il y a une différence. Le visage de papa était toujours dans ses mains. Toutes ces fois où nous t'avons donné des conseils sur ta carrière. Vous avez donné des conseils basés sur votre compréhension du succès. Votre compréhension était incomplète. Nous t'avons dit d'être plus comme Maxime. Maxime tressaillit. C'est vrai. Et Maxime a très bien réussi. Des primes trimestrielles de 380 000 €, c'est excellent dans le secteur immobilier. Il devrait être fier. Ne sois pas condescendant avec moi, dit Maxime à voix basse. Je ne le suis pas. Je suis sincère. Tu as réussi selon les standards conventionnels. Tu conduis une belle voiture, tu possèdes de belles propriétés, tu as une bonne réputation. Ça a de la valeur. Mais ce n'est rien comparé à toi. C'est différent de moi. Pas rien. Le téléphone de maman s'alluma de nouveau. Elle ne le regarda même pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous continuez vos vies. Je continue la mienne. Mais tout est différent maintenant. Tout le monde sait. Le monde entier sait. Je suis la même personne qu'il y a 1 heure. La seule différence, c'est que maintenant, d'autres personnes savent ce que je savais déjà. Nous aurions dû savoir, dit papa, sa voix étouffée par ses mains. Nous sommes tes parents. Comment n'avons-nous pas su? Je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous avez choisi de ne pas l'entendre. Tu as dit que tu gérais des investissements. C'est le cas. Tu aurais dû dire que tu étais milliardaire. Pourquoi? Cela aurait-il changé la façon dont vous me traitiez? Auriez-vous été moins dédaigneux? Auriez-vous écouté ce que je disais réellement au lieu d'attendre votre tour pour donner des conseils? Je posais ma fourchette. L'argent ne change pas qui je suis. Il révèle seulement qui vous êtes. Le coup porta. Maman avait l'air de l'avoir giflé. Nous sommes fiers de toi, dit-elle faiblement. Nous avons toujours été fiers. Non, vous ne l'étiez pas. Vous étiez déçu. Vous pensiez que je gaspillais mon potentiel. Vous aviez pitié de moi parce que je conduisais une vieille Peugeot et que je louais un appartement. Nous voulions juste mieux pour toi. Vous vouliez ce que vous compreniez. L'immobilier, les actifs physiques, quelque chose de tangible. Vous ne pouviez pas comprendre que je construisais quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Maxime termina son verre et s'en versa un autre. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vas nous couper les ponts? Nous punir de ne pas avoir reconnu ton génie? Non, rien ne change. Nous dînerons toujours ensemble. Vous me donnerez toujours des conseils non sollicités sur ma carrière. Maman s'inquiétera toujours de mon style de vie. Papa consultera toujours son téléphone à table. Mais tu ne vas rien nous dire de ta vraie vie. Je vous la raconte depuis 7 ans. Vous n'écoutiez pas. La télévision était passée à des débats d'experts sur les implications plus larges de ma divulgation. Un économiste soutenait que mon succès prouvait que l'efficience du marché était un mythe. Un autre insistait sur le fait que j'étais une anomalie statistique. Un troisième appelait à une enquête réglementaire. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que mes rendements semblaient trop beaux pour être vrais. Ils vont enquêter, dit papa en regardant l'écran. Ils l'ont déjà fait, 3 fois. L'AMF sait exactement comment je fonctionne. Tout est légal, documenté et transparent. Mais les gens vont dire. Les gens vont dire beaucoup de choses. La plupart seront fausses. Certains seront jaloux. D'autres seront conspirationnistes. Je ne contrôle pas ça. Je ne contrôle que mes décisions d'investissement. Maman tendit la main à travers la table, puis la retira, incertaine. Pouvons-nous recommencer? Pouvons-nous? Puis-je comprendre ce que tu fais réellement? J'identifie des actifs sous-évalués avec un potentiel de croissance significatif, j'investis stratégiquement, je gère le risque par la diversification et la couverture par option, et je compose les rendements au fil du temps tout en minimisant l'impôt à payer. Je ne comprends pas la moitié de ces mots. Je sais. Peux-tu l'expliquer en des termes que je comprendrais? Je pourrais, mais ça ne t'intéresserait pas. Tu penses que les actions sont un jeu de hasard. Tu penses que l'immobilier est supérieur.
Tu penses que je devrais être plus comme Maxime. Je ne pense plus ça. Tu le pensais il y a 1 heure. Elle n'eut pas de réponse à cela. Le téléphone de Maxime vibra avec un texto. Il le regarda et redevint blême. Mon patron vient de m'envoyer un texto. Il veut savoir si je peux te le présenter. Ton patron qui t'a dit que tu étais le jeune promoteur immobilier le plus brillant de la ville. Oui. Dis-lui non. Amélie, c'est mon patron. Cela pourrait affecter ma carrière. Alors, démissionne. Viens travailler pour moi. L'offre flotta dans l'air comme une grenade. Quoi, murmura Maxime. Tu es bon dans ce que tu fais. Tu es organisé, soucieux du détail et tu comprends les marchés immobiliers. J'envisage de m'étendre dans les fonds de placement immobilier. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît le secteur. Le salaire de départ est de 2 millions d'euros par an, plus des primes de performance qui pourraient atteindre 8 chiffres. Sa bouche s'ouvrit et se referma en silence. Mais tu serais un employé, travaillant pour ta petite sœur, recevant des ordres de quelqu'un que tu as traité des intermédiaires. Ton ego peut-il supporter ça? Je ne. Je dois y réfléchir. L'offre expire quand je partirai ce soir. Papa leva enfin la tête. Tu engagerais ton frère après tout ce qu'il a dit? Il est qualifié. Ses opinions personnelles sur ma carrière ne sont pas pertinentes s'il peut faire le travail. Et moi, demanda papa. Et l'entreprise familiale? Qu'en est-il? Pourrais-tu? Voudrais-tu y investir? Nous pourrions nous développer avec ton capital. Nous pourrions. Non. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un bon investissement. Vos rendements sont médiocres. Votre stratégie de croissance est limitée par votre tolérance au risque. Et votre style de gestion est trop conservateur pour le type d'expansion qui justifierait mon capital. Papa eut l'air de s'être pris un coup de poing. Je ne dis pas que vous êtes mauvais dans ce que vous faites. Vous avez bâti une entreprise prospère, mais prospère et investissable sont des choses différentes. Je peux obtenir de meilleurs rendements ailleurs. Alors c'est tout? Votre entreprise familiale n'est pas assez bien pour toi. Ce n'est pas personnel, ce sont des mathématiques. Ma responsabilité envers mes clients est de générer des rendements maximums ajustés au risque. Investir dans votre entreprise compromettrait cette responsabilité. Nous sommes ta famille. C'est pourquoi je ne vous insulterai pas en faisant un investissement de charité. Vous avez passé 7 ans à me dire que l'immobilier était supérieur aux actions. Vous devriez être soulagé que je n'apporte pas mes compétences d'investissement inférieures dans votre entreprise. Maman eut un hoquet qui aurait pu être un rire ou un sanglot. Mon téléphone vibra de nouveau. Je le vérifiai cette fois. Je dois y aller. Mon équipe de sécurité dit qu'il y a des journalistes devant mon appartement. Ton appartement qui vaut 43 millions d'euros, dit Maxime d'un ton monocorde. Oui. L'appartement que nous pensions petit et embarrassant. C'est vous qui le pensiez. Moi, il me convenait. Je me levai, posant ma serviette sur la table. La télévision tournait toujours, montrant maintenant des images de l'immeuble abritant Dubois Capital Management, des journalistes se pressant à l'entrée, des investisseurs arrivant avec des mallettes. Merci pour le dîner, maman. Le saumon était excellent. Amélie, attends. Elle se leva aussi, les larmes aux yeux. Je suis désolé. Nous sommes tous désolés. Nous n'avons pas compris. Nous aurions dû mieux écouter. Nous aurions dû croire en toi. Vous auriez dû. Mais vous ne l'avez pas fait. Et cela me dit quelque chose d'important sur où nous en sommes. Qu'est-ce que ça te dit? Demanda papa à voix basse. Ce n'est pas juste, protesta faiblement Maxime. Vraiment? Il y a 1 heure, tu me proposais de me laisser travailler pour papa comme une faveur. Maintenant, tu veux que j'investisse dans l'entreprise familiale. Il y a 1 heure, maman avait pitié de moi parce que je conduisais une vieille voiture. Maintenant, elle veut comprendre mon travail. Qu'est-ce qui a changé? Personne ne répondit. On se voit le mois prochain pour le dîner. Même heure, même endroit. Et nous pourrons tous prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu pendant que vous me donnerez des conseils sur ma vie que vous êtes spectaculairement incompétent pour donner. Je me dirigeai vers la porte. Derrière moi, j'entendis maman commencer à pleurer.
Le téléphone de papa sonna de nouveau. Maxime se versa un autre verre. La télévision continuait sa couverture haletante de la nouvelle sensation du monde financier. À la porte, je me retournai une dernière fois. Ils étaient tous figés, l'air perdu dans leur propre maison, comme s'ils avaient été déplacés par la révélation de qui j'étais vraiment. Pour ce que ça vaut, dis-je doucement, je n'ai jamais voulu que vous vous sentiez petit. Je voulais juste que vous me voyiez clairement. Vous ne l'avez jamais fait. Je les laissais là, entourés de leurs actifs tangibles et de leurs certitudes brisées, tandis que BFM Business spéculait sur mon prochain mouvement et que mon téléphone continuait sa vibration sans fin. Le trajet de retour vers Paris fut calme, à l'exception des notifications que j'avais mises en sourdine. La Peugeot fonctionnait très bien, exactement comme je le leur avais dit. L'argent n'a pas changé ce que j'attendais d'une voiture, mais il avait changé tout le reste. Demain, je tiendrai cette conférence de presse. Le monde voudrait connaître mes secrets, ma stratégie, mes plans. Il m'offrirait tout, des partenariats, des postes, des tribunes. Je les refuserais tous, car la seule validation dont j'avais jamais eu besoin était celle que ma famille ne pouvait pas me donner avant que tout le monde ne connaisse déjà la vérité. Et à ce moment-là, il était trop tard pour que cela ait de l'importance. Les chiffres de mon portefeuille continuaient de croître, se composant et se multipliant, bâtissant une richesse que je n'avais jamais demandé leur permission de créer. Finalement, je n'avais pas besoin de leur confiance. J'avais juste besoin d'avoir raison. Et j'avais raison.